c'est gratuit aujourd'hui pour ceux qui nous écoutent, c'est que je fais la distinction entre un objectif et un but. Un but, c'est le résultat que je veux atteindre. Par exemple, mon but, c'est de faire tomber Macron. D'accord. Ou mon but, c'est de faire tomber Trudeau. Mais quand tu y réfléchis, un but, ce n'est pas 100% sous mon contrôle, c'est quasiment 0% sous mon contrôle. Ça, c'est le résultat auquel j'espère arriver. Par contre, un objectif, ce sont les actes que je vais poser, ce sont les comportements que je vais mettre en place, qui, eux, sont 100% sous mon contrôle, qui pourraient favoriser, à un moment donné, un changement de pouvoir. Et si je ne fais plus que me focaliser sur ce qui est 100% sous mon contrôle, il n'y a plus de déception possible. Oui. Beaucoup de gens se découragent parce qu'ils se donnent des buts dont la réalisation ne dépend pas d'eux. Oui, c'est vrai. Et donc, moi, ce que je recommande toujours à tout le monde, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit des pères et des mères de famille, que ce soit n'importe qui, je leur dis toujours, revenez à des objectifs. Revenez à des choses qui sont 100% sous votre contrôle. Hein, l'exemple classique que je donne pour faire comprendre ça, je dis, si votre but, c'est d'obtenir une augmentation de votre patron, ça, c'est un but. C'est pas 100% sous votre contrôle, ça ne dépend pas de vous. Mais quels sont les objectifs 100% sous votre contrôle que vous pouvez mettre en place pour augmenter la probabilité d'obtenir une augmentation? Tu vois la différence? Bien sûr, oui. Et donc, mon objectif, ça pourrait être 1, de demander un rendez-vous avec mon patron. 2, ce serait de préparer l'entrevue avec mon patron. Éventuellement, de mettre un état de mes prestations des 3 dernières années par écrit. C'est de présenter cet état de prestation à mon patron. Tout ça, c'est 100% sous mon contrôle. Au lieu d'être dans l'attente passive de quelque chose sur lequel on n'a pas de pouvoir, c'est de se donner les moyens d'obtenir cela, mais en faisant des actions qu'on peut faire. Oui, et la cerise sur le gâteau, c'est que si je demande une entrevue à mon patron, qu'il dise oui ou non, j'ai atteint mon objectif. Puisque mon objectif, c'était de demander. Oui. C'était pas de l'offre. Il y a déjà des satisfactions. Mais avant le but atteint. C'est exactement ça. Vrai. C'est qu'à ce moment-là, on est dans la satisfaction de dire « Ok, check. Hein, mon premier objectif, c'était de demander. J'ai demandé. Bon, il se fait que j'ai obtenu. Ok, très bien, mais que j'ai obtenu ou pas, mon objectif est atteint. Est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai préparé la réunion? Oui. Check. Donc, je suis fier de moi. Je viens de préparer la réunion. Est-ce que j'ai présenté à mon patron ce que j'avais préparé par écrit? Oui, je l'ai fait. Donc, mon objectif est atteint. Maintenant, le but, ça ne dépend pas de moi. Mais en tout cas, si j'ai mis en place toute une série d'objectifs, j'augmente la probabilité d'obtenir le but que je m'étais fixé. Et je crois qu'au niveau collectif, nous devons apprendre à faire exactement la même chose. C'est-à-dire dire quels sont les objectifs que nous pouvons mettre en œuvre individuellement et collectivement qui ne dépendent que de nous et qui pourraient augmenter la probabilité de sortir de l'état totalitaire dans lequel... Alors, par exemple, voilà, si on prend un cas concret, on se dit, bon, notre but, c'est quoi collectivement, que ce soit au Canada ou en France, j'imagine, on a le même. Notre but, c'est de vivre librement dans ce qu'on pourrait appeler une vraie démocratie. D'ailleurs, avec Étienne Chouard, tous les mercredis, on fait des ateliers constituants pour essayer de penser ce nouveau monde. Donc voilà, notre but, c'est de dire, bon, on veut vivre dans un monde démocratique où le citoyen a du pouvoir, où l'intérêt général prime sur les intérêts particuliers. Absolument. Qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif, selon toi? Bon, alors, c'est vrai, il y a ces ateliers constituants. On se dit, on peut faire des ateliers constituants. Peut-être que des gens, ça les ennuie, mais est-ce que tu as d'autres idées de ce qu'on pourrait mettre en œuvre individuellement ou en groupe comme petits ou grands objectifs pour nous permettre d'augmenter nos chances de sortir de ces totalitarismes-là? J'ai plein d'idées. Non, mais parce qu'en fait, moi, depuis 2020, j'ai été obsédé par cette question. Parce que c'est bien de dénoncer
et d'avertir. Et d'ailleurs, j'ai eu des dizaines de milliers de personnes qui m'ont écrit ou qui m'ont remercié directement en me disant, vous m'avez sauvé la vie. Si je ne vous avais pas entendu en 2020, à l'époque où il y avait très peu de lanceurs d'alerte à ce moment-là, je serais devenu fou. Il y a des Québécois qui m'ont dit lors des manifestations en 2020 à Montréal, à Québec, etc., si je ne vous avais pas entendu, on m'aurait retrouvé pendu dans le cadre d'une porte. J'ai entendu beaucoup ça aussi, vis-à-vis d'autres médias comme Nexus et d'autres, de gens qui remerciaient pour cette travail de dénonciation. Donc dénoncer peut aussi donner de l'espoir. Mais oui. Parce que ça nous redonne la capacité de croire en l'humanité en se disant, je ne suis pas seul. Oui. Il y a quelqu'un qui me comprend, qui m'explique les choses et je peux dépasser cette confusion ambiante, quoi. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, informer quelqu'un, c'est 100% sous mon contrôle. Oui. Il n'y a personne qui peut m'empêcher. Tu vois, c'est toujours cette question de est-ce que c'est 100% sous mon contrôle? Est-ce que ça ne dépend que de moi ou pas? Eh bien, là, je suis en train de te parler, tu es en train de m'interviewer, c'est 100% sous notre contrôle. Et la personne qui nous écoute, c'est 100% sous notre contrôle de nous écouter. C'est pour ça d'ailleurs que le pouvoir veut censurer. Alors encore que, j'allais te demander si au Canada, ils ont ce projet aussi de censurer les réseaux. Bien sûr. Donc vous avez la même chose là en ce moment. Et je signale que je suis un des rares lanceurs d'alerte à ne pas avoir récupéré ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube a été supprimée le 29 juillet 2020. T'as fait la demande de récupérer? Bien sûr, j'ai fait. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est vrai. Hein. Bien sûr. Chloé Framery, François, Sylvano Trotta, Salim Laibi, Amélie Paul, etc. Tous ces gens-là ont récupéré leur chaîne YouTube. Tu sais pourquoi je ne l'ai pas récupérée? Pour deux raisons. La première, c'est que moi, j'ai perdu ma chaîne YouTube sous le régime de Trump. Tous les autres qui ont perdu leur chaîne, c'était sous Biden. Et l'administration Trump a dit... Tous ceux qui ont perdu leur chaîne sous l'administration Biden, ils vont la récupérer. Mais moi, malheureusement, comme j'étais le premier à dénoncer, enfin j'étais parmi les premiers à dénoncer, j'ai perdu ma chaîne YouTube avec 235 000 abonnés, 13 millions et demi de vues en 5 mois. J'ai perdu tout ça en juillet 2020. Bon, ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que j'ai des gens qui, par hasard, m'ont dit « Mais nous, on a un contact avec la direction générale de YouTube France. Veux-tu qu'on se renseigne sur ton cas ?» J'ai dit « Oui, ça m'intéresse, évidemment. » Donc, c'est remonté jusqu'à la directrice générale de YouTube France. Je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est une femme. Et le diagnostic, c'est que je suis blacklisté à vie. Et la raison pour laquelle je suis blacklisté à vie, c'est parce que je fais preuve de trop d'anticipation, de pouvoir d'anticipation. C'est vrai qu'en 2020, en février, mars 2020, j'avais déjà annoncé ce qui allait se passer en 2021, 2022, 2023, parce que j'avais vécu la crise H1N1. Et donc, pour moi, ce n'était qu'une répétition de ce que j'avais déjà vécu et de ce que j'avais déjà combattu. Mais ce qui leur fait peur, c'est des gens qui sont capables qui anticipent trop loin. De cibler trop loin et de discerner quel va être le but ultime. Tu sais, c'est quand même en mars 2020 que j'ai dit, vous allez voir, cette crise va masquer et va camoufler un hold-up financier des classes moyennes. Il n'y avait pas beaucoup qui disaient ça en mars 2020. On s'en est rendu compte beaucoup plus tard. En mars 2020, j'avais aussi annoncé qu'il y aurait une vaccination obligatoire sans laquelle on ne pourrait plus se déplacer, etc. Tout ça, c'est documenté parce que j'ai encore tous les enregistrements de mes vidéos. J'ai dit ça en mars, avril 2020. Donc j'étais trop voyant par anticipation de la stratégie à long terme. Et donc, je suis blacklisté. On ne t'entendra plus sur YouTube, à part sur d'autres chaînes, mais en tout cas pas sur la tienne. J'ai le droit d'être interviewé sur d'autres chaînes, et d'ailleurs, vous n'avez jamais été striké avec des interviews, et personne qui m'a interviewé sur YouTube n'a été striké, mais moi, j'ai essayé de recréer plusieurs fois des chaînes YouTube. Après 3 semaines, je suis dézingué, quoi. Oui, dès qu'ils repèrent que c'est toi. Alors du coup, comment faire? Parce que du coup, si l'objectif c'est d'informer, par exemple quelqu'un comme toi qui est blacklisté, ou un autre, d'autres gens, d'autres citoyens aussi, parfois sont shadowbannés, strikés, etc. Comment on fait pour contourner cette censure? Je dirais,
le magazine. Alors il y a le papier, c'est vrai. Voilà, On a le papier. le magazine, c'est une chose. Moi, j'ai créé une chaîne privée sur laquelle j'ai recueilli 80 000 personnes qui se sont abonnées et où les gens peuvent encore s'abonner sur la chaîne privée. Comment on accède à cette chaîne d'ailleurs? Ben, on mettra sous la vidéo On mettra le lien. le lien. Donc c'est pas sur une plateforme. Non, C'est ta plateforme à toi. C'est une plateforme commerciale que je paye. C'est une plateforme d'hébergement de vidéos. Normalement, c'est une plateforme au départ qui est faite pour héberger des vidéos de formation. Ah, mais je me souviens, tu avais parlé de cette plateforme. C'est Kajabi. Ah non, C'est c'était. une plateforme Kajabi. Tu avais lancé une autre plateforme qui, pendant un temps. Oui, qui était Solidarita. Voilà, Solidarita, pour Oui, contourner la censure. Mais même Solidarita, c'était des serveurs que j'avais placés dans différents pays du monde. Et ça coûtait très très cher. tu me Oui, dis. exactement. Oui. Mais donc, il y a d'autres façons de... Mais comme quoi, voilà, tu la t'es mis en mouvement, tu as essayé. Ça fait partie de ce genre d'objectif qu'on peut se Oui. fixer. Alors, il y a d'autres choses aussi qu'on peut faire qui est 100% sous notre contrôle, c'est de recréer des liens de solidarité, des liens d'entraide, des liens de bienveillance. Chose que je dis et que je répète de plus en plus, je dis, une des choses qui fait le plus plaisir aux ingénieurs sociaux et à cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires, comme je les ai appelés pendant plusieurs années, ce qui fait le plus plaisir, c'est quand nous ne sommes plus bienveillants les uns vis-à-vis des autres. Donc, redire bonjour, redire merci, redire se sourire les uns les autres entre êtres humains, même si on ne se connaît pas, dire bonjour lorsqu'on rentre, lorsqu'on monte dans un taxi, dire bonjour lorsqu'on monte dans un autobus, ou des choses comme ça. Ce sont des choses qui sont 100% sous notre contrôle, mais ça peut changer fondamentalement les choses et l'ambiance dans laquelle on vit. Moi, et ça, c'est à la portée de tout le monde. En plus, faire du bien autour de soi, Oui. c'est sous notre contrôle. Là. Exactement. Personne ne nous en empêche. Exactement. C'est vrai. Donc personne ne peut m'empêcher de sourire aux chauffeurs d'autobus, parce que j'ai pris ces derniers jours, j'étais à Paris, j'ai pris énormément de fois le tram, l'autobus, bon le métro on ne voit jamais le chauffeur, mais pour l'autobus et le tram, on peut voir les gens, les saluer, leur sourire, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont en train de, je dirais, de freiner le déferlement du totalitarisme. Et Oui, ça, on n'y pense pas.